Yes. Um, Steve Witkoff, he was also Steve Witkoff était également dans cet appel, dans ce chat de groupe. Lorsqu'il discutait, il se trouvait physiquement en Russie. Il a également fait une annonce qui semble être en accord avec la demande des Russes. Maintenant, il a reçu beaucoup de critiques pour cela. Mais vous parliez de la façon dont, à la fin, l'administration américaine cédera à la demande des Russes. Voyons-nous un signe de cela maintenant? Est-ce qu'ils représentent dans l'administration Trump qui vont accepter cela? Yes, I think they are. I think they're going to move step by Oui, step. je pense qu'ils le sont. Je pense qu'ils vont avancer pas à pas, très prudemment et discrètement, avec beaucoup de fanfaronnade et de grandiloquence, ce que les Américains font toujours. Mais ils reconnaissent que la guerre est perdue. La communauté du renseignement des États-Unis a publié 2 déclarations au cours de la dernière journée, l'une du chef de la Defense Intelligence Agency, l'autre étant leur évaluation majeure des menaces, qui commencent toutes deux à reconnaître que les Russes gagnent la guerre en Ukraine. Donc, étant donné que c'est le cas, et étant donné que les Américains veulent se retirer de cette guerre, ils n'ont finalement pas d'autre choix que d'accepter les exigences russes. Et ils ont eu ces négociations à Riyad lundi. Nous avons eu une journée très confuse et embrouillée hier, avec toutes sortes de comptes rendus publiés par toutes sortes de personnes, les Américains, les Russes, les Ukrainiens. Mais si vous prenez du recul et regardez ce que disent tous les différents comptes rendus, en particulier si vous regardez celui des Américains et le comparez avec celui des Russes, il est absolument clair que les Américains ont essentiellement accepté toutes les demandes que les Russes leur ont faites. Les Russes ont dit, eh bien, vous savez, nous entrerons dans l'accord sur les céréales, mais nous voulons un allègement majeur des sanctions, ce que les Américains d'ailleurs ne sont pas en mesure de donner, car les sanctions en question sont toutes européennes. Mais les Américains ont dit oui. Et aussi, il semble qu'ils envisagent une négociation avec les États-Unis concernant le programme nucléaire iranien. Il y a eu une négociation et un accord pendant l'ère Obama, et c'est Trump qui l'a annulé. Alors qu'est-ce qui est différent cette fois-ci? Pourquoi l'Iran devrait-il faire confiance à Trump cette fois-ci? Eh bien, c'est une excellente question. Et les Iraniens se posent exactement cette question. Le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Khamenei, a prononcé plusieurs discours à ce sujet. Il dit, pourquoi devrions-nous faire confiance aux Américains? Comment pouvons-nous faire confiance aux Américains? On nous demande en fait de renégocier le même accord que nous avons négocié en 2015. Et les Américains sont revenus dessus. Comment savons-nous qu'ils ne le referont pas? Je veux dire, c'est un problème majeur. Et c'est un problème auquel chaque pays qui confronte les États-Unis doit faire face, que les Américains accepteront une chose un jour et reviendront dessus le lendemain. Et il n'y a pas de réponse simple à ce problème. Je suis juste curieux. Donc, Trump a annoncé qu'il fermait le département de l'éducation. D'accord? Je suis curieux, comme votre femme est dans le milieu universitaire et que mon mari est dans le milieu universitaire. Comment vous sentez-vous à ce sujet? Fermer le département de l'éducation. Je veux juste partager avec vous mes propres sentiments. J'ai des sentiments très mitigés à ce sujet parce que les Ivy League, c'est très clair. Beaucoup d'écoles et d'universités privées ont d'énormes dotations. Et pourtant, elles reçoivent encore des financements fédéraux et elles facturent des frais de scolarité élevés à leurs étudiants. Et donc, certaines personnes disent même que les Ivy League ne sont même pas des institutions éducatives, qu'elles sont essentiellement des gestionnaires de fonds et que leur éducation n'est qu'un accessoire. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire cela. Donc, dans ce sens,
Arrêter tout le financement des Ivy League, je n'ai en fait pas de problème avec ça. D'un autre côté, il y a aussi de bons programmes au sein du département de l'éducation, comme l'aide aux enfants ayant des besoins spéciaux, des choses comme ça. Clairement, si cela est coupé, cela aura un impact sur les étudiants, vous savez, juste mes voisins, des gens comme ça. Quel est votre sentiment à ce sujet? Oui, j'ai exactement les mêmes sentiments que toi. D'ailleurs, je veux dire, garde à l'esprit que ma femme travaille pour une université américaine. Et je veux dire, le sentiment là-bas, et je pense que je veux pas en dire trop, mais le sentiment là-bas est que les Ivy League, beaucoup des grandes, sont un mélange de fonds spéculatifs, ce genre de choses de nos jours, et aussi d'institutions de réseautage. Donc, tu sais, les jeunes y vont non pas tant pour l'éducation qu'ils vont recevoir, qui n'est parfois pas mauvaise, mais surtout parce qu'ils rencontrent d'autres jeunes bien connectés, et cela les aide à obtenir de bons emplois dans de bonnes positions. Et cela ne signifie en aucun cas que la meilleure éducation que l'on puisse obtenir vient de ces endroits. Donc je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit à propos des Ivy League. Et on se demande pourquoi Harvard a besoin de financement fédéral. Je veux dire, juste pour dire, c'est une institution incroyablement riche. Elle n'en a vraiment pas besoin. Mais cette abolition complète du département de l'éducation, c'est Gorbatchev encore une fois. C'est le genre de choses dont je me souviens de l'ancienne Union soviétique dans les années 1980, la perestroïka et tout ça. Nous nous débarrassons de choses entières comme ça. Nous n'entrons pas vraiment dans les détails. Nous ne nous demandons pas ce qui va exactement prendre sa place. Nous avançons simplement. Nous créons plus de chaos et plus de désorganisation. Il y a un véritable sentiment, un sentiment général, que les choses ne peuvent pas continuer comme elles sont, ce qui est absolument vrai. Mais il n'y a pas de véritable plan, pas de véritable idée sur la façon de faire avancer les choses. Comme je l'ai dit, c'est très peu systématique. C'est très désorganisé. C'est très chaotique. Cela va créer plus de problèmes que cela n'en résout. Récemment, J.D. Vance a prononcé un discours au sommet du dynamisme américain qui a attiré beaucoup d'attention ici et en Chine. Si vous l'écoutez, il a presque expliqué toutes les politiques de l'administration Trump en quelques paragraphes. Maintenant, le discours est plus long que cela, mais je veux vous le lire. Donc, ce qu'il dit ici, c'est « Nous avons supposé que d'autres nations seraient toujours derrière nous dans la chaîne de valeur. Mais il s'avère qu'à mesure qu'elles s'amélioraient dans le bas de la chaîne de valeur, elles ont également commencé à rattraper le haut de la chaîne. Donc, clairement, il parle de la Chine, n'est-ce pas? Nous avons été pressés des deux côtés. Maintenant, c'était la première illusion de la mondialisation. Et puis, il dit, je pense que la deuxième chose est que la main-d'œuvre bon marché est fondamentalement une béquille. Et c'est une béquille qui inhibe l'innovation. Je dirais même que c'est une drogue à laquelle trop d'entreprises américaines sont devenues accros. Maintenant, si vous pouvez fabriquer un produit à moindre coût, il est bien plus facile de le faire plutôt que d'innover. Et la dernière chose, dit-il, que nous délocalisions des usines vers des économies à main-d'œuvre bon marché ou que nous importions de la main-d'œuvre bon marché par notre système d'immigration, la main-d'œuvre bon marché est devenue la drogue des économies occidentales. Maintenant, quand vous l'entendez dire cela, cela n'explique-t-il pas assez bien la politique de Trump? Sur cette base, la solution est la solution Trump, des tarifs élevés. Si vous avez déplacé votre production vers des endroits à bas coût, je vous promets des tarifs élevés. Et en même temps, il réprime les immigrants illégaux. En plus de cela, il a également parlé de l'énergie, ce qui est important, et ensuite des choses traditionnelles républicaines, la déréglementation et les réductions d'impôts. Donc, si vous mettez tout cela ensemble, cela vous donne à peu près une idée de ce que Trump fait
en ce moment, n'est-ce pas? Quel est votre avis? Pensez-vous qu'il a raison tout d'abord dans son évaluation? Well, right. This is a very good question. Eh bien, c'est une très bonne question en fait. Tout d'abord, je pense que c'est exactement ce que font les partisans de Trump. Je veux dire, fondamentalement, ce à quoi ils se réfèrent, c'est quelque chose qui était autrefois appelé le système américain. Il s'est développé après la guerre civile américaine, à la fin du 19e siècle. Il s'agissait de développer l'industrie américaine et la technologie américaine derrière des barrières protectrices basées sur un fondement de main-d'œuvre bien rémunérée. L'idée était que la main-d'œuvre bien rémunérée stimulerait la productivité et créerait des consommateurs qui achèteraient ensuite les produits que cette économie à haute productivité produisait. Et cela créerait un cercle vertueux qui propulserait la croissance économique américaine. C'était la pensée de la fin du 19e siècle. Et cela a été un succès. Je veux dire, comme c'est souvent le cas avec les partisans de Trump, ils apportent à cela un certain degré de perspicacité. They bring to this a degree of insight. They understand that Ils comprennent que s'éloigner de ce modèle a eu un effet néfaste sur les États-Unis. Mais leur compréhension est très incomplète. Tout d'abord, ils comprennent mal la relation des États-Unis avec bon nombre de ces autres pays envers lesquels ils sont si accusateurs. Nous parlons donc du Mexique, par exemple, ou d'autres endroits dans ce qu'on appelle maintenant le Sud global, avec la main-d'œuvre bon marché. Je veux dire, le point était, il faisait partie de ce que l'on pourrait appeler un système d'extraction impériale créé par les États-Unis eux-mêmes. En d'autres termes, ce n'était pas le choix de ces pays, c'était le modèle que les États-Unis leur ont imposé. Et ils l'ont fait parce que pendant un certain temps, cela semblait fonctionner pour les États-Unis. Le second point est que ces personnes ne comprennent pas les véritables avantages du commerce réel. Maintenant, la Chine n'est jamais tombée dans ce piège. Now, China never fell into that trap. It never was part of the extracting system. Il n'a jamais fait partie du système extractif de la même manière. Il commerce avec les États-Unis. Essayer d'abolir ce commerce ne va pas fonctionner à l'avantage des Américains, car cela méconnaît la relation entre la Chine et les États-Unis. C'est la première chose. La deuxième est que dire que la main-d'œuvre bon marché à l'étranger est en quelque sorte le problème ne résout pas les problèmes sous-jacents aux États-Unis eux-mêmes. Je soutiendrai qu'en fait, les problèmes de déclin technologique et industriel américain remontent bien avant le tournant vers la main-d'œuvre bon marché. Je dirais qu'ils remontent en réalité aux années 1960. L'une des raisons pour lesquelles les États-Unis sont devenus plus extractifs envers d'autres pays était précisément parce que le système industriel aux États-Unis se dégradait alors que les États-Unis se dirigeaient progressivement vers un système de financiarisation au sein de leur propre économie. Il y a beaucoup de choses ici que je pense ne sont pas clairement comprises, car je ne pense pas que des personnes comme Vance aient une vision globale claire de ce que les États-Unis doivent vraiment être. Maintenant, je devrais dire que lundi, je parlais avec un ami de ma femme, qui est un universitaire ayant été en Chine. C'est en fait une personne qui a étudié le chinois, travaillé en Chine et enseigne sur la Chine, ce qu'on appelle en Occident un sinologue, en d'autres termes, un expert de la Chine. Il est inhabituel, d'ailleurs, en ce qu'il aime la Chine et a une admiration immense pour le peuple chinois. Mais il nous disait, et j'ai commencé à le voir à de nombreux endroits, que la raison pour laquelle la Chine s'est développée est qu'il y a un plan stratégique. Il y a un plan éducatif qui fait partie de ce plan plus vaste. There is an education plan, which is part of that greater plan, and that there are strong planning mechanisms et qu'il existe de solides mécanismes de planification qui se combinent avec une capacité à mobiliser des ressources. Or, cela n'existe pas aux États-Unis. Vance et les personnes qui l'entourent sont en réalité profondément opposés à ce genre de choses.
L'ensemble du développement des États-Unis, depuis le milieu des années 1960, a pris la direction opposée. Pour revenir à ce type de système que Vance aimerait recréer, celui de la fin du 19e siècle, il ne suffirait pas seulement de mettre fin à la dépendance à la main-d'œuvre bon marché à l'étranger. Il faut comprendre pourquoi l'Amérique s'y est engagée en premier lieu, de quoi il s'agissait vraiment, la nature du système sociétal aux États-Unis, et pourquoi les entreprises américaines privilégient le profit au détriment du bien-être du peuple américain. C'est en fin de compte la clé de tout le problème actuel. Les gens ont... Il y a beaucoup d'images de son discours en Chine, beaucoup de gens le regardent. En particulier, cette partie où il parle de « nous supposons que les gens au bas de la chaîne d'approvisionnement y resteront. D'accord, nous sommes le haut de gamme et nous devrions rester là où est le haut de gamme. » Et donc, cela fait longtemps qu'on essaie de croire que l'Occident, les États-Unis en particulier, essaient de maintenir la Chine toujours au bas de la chaîne d'approvisionnement. D'accord. Et cela prouve simplement que c'est le plan. Cela a toujours été le plan. Vance le prouve essentiellement, il ne le dit pas. Oui, c'est exactement ce que notre plan est, que la Chine devrait toujours être au bas de la chaîne d'approvisionnement. Vous ne pouvez jamais être une économie innovante. D'accord. Vous ne pouvez jamais monter plus haut. Donc ça prouve que c'est pourquoi cela a attiré autant d'attention, je pense. Oui, c'est tout à fait exact, car c'est exactement l'ordre naturel des choses auxquelles tous les Occidentaux croient. Je dis tous les Occidentaux, parce que c'est vrai. Le nombre de personnes qui réfléchissent à ces choses et comprennent que ce n'est pas ainsi que le monde devrait être structuré est en réalité très faible en pourcentage en Occident. Je pense que c'est quelque chose que les gens en Chine doivent comprendre. Je veux dire, vous trouvez quelques personnes comme moi, par exemple, qui ne pensent pas que cela fait partie de l'ordre naturel de l'humanité. Mais l'Occident est numéro 1 depuis 500 ans et il ne voit aucune raison pour laquelle les choses ne devraient pas rester ainsi. Et absolument, ils veulent que d'autres pays restent en bas. Car pour l'Occident, être soudainement confronté à une situation où d'autres pays les surpassent en prospérité, en entreprise et en leadership technologique et scientifique est déstabilisant. Eh bien, cela, comme je l'ai dit, est absolument horrifiant. Juste avant que nous fassions ce programme, j'ai lu la dernière mise à jour annuelle que la communauté du renseignement des États-Unis a produite sur les diverses menaces auxquelles les États-Unis font face. Et bien sûr, la menace principale vient de la Chine. Et quelle est la menace principale de la Chine? Le fait que l'économie chinoise défie désormais les États-Unis. En d'autres termes, le peuple chinois devient plus riche et la Chine a un leadership technologique. Cela viole l'ordre naturel, du moins la croyance américaine de ce que l'ordre naturel devrait être. Et Vance lui-même, homme intelligent qu'il est, ne peut s'en détacher. Oui, quand je l'écoutais, je me disais, d'accord, c'est bien qu'il parle de béquille, mais a-t-il déjà pensé qu'un tarif lui-même pourrait aussi être une béquille? Vous imposez un tarif élevé pour protéger des choses comme les véhicules électriques. Vous empêchez les véhicules électriques chinois d'entrer, mais ensuite vous réduisez votre propre compétitivité et innovation. Il parle beaucoup d'innovation. Mais parce que vous avez des tarifs élevés, vous avez empêché les véhicules électriques chinois d'entrer et les entreprises automobiles américaines n'ont aucune raison d'innover. Donc il ne semble pas du tout y penser. Je pense aussi que l'Empire américain lui-même peut aussi être une grande béquille parce que les entreprises américaines, chaque fois qu'elles ont des problèmes, se tournent souvent vers le gouvernement. La United Fruit Company, par exemple, est le cas le plus célèbre, n'est-ce pas? United Fruit a rencontré un problème, alors ils ont fait appel à l'armée américaine. Et puis bien sûr, Boeing est un autre exemple.
Meta, au lieu d'essayer d'être compétitif et innovant, veut que le gouvernement américain intervienne et interdise TikTok, n'est-ce pas? Et Huawei est le dernier DeepSeek, n'est-ce pas? OpenAI essaie de convaincre le gouvernement américain d'interdire DeepSeek. Je veux dire, tout cela, on peut dire, sont aussi des béquilles qu'il n'a pas du tout abordées, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison à ce sujet. Je vis à Londres, l'ancienne capitale impériale, celle qui a précédé Washington. Et vous avez absolument raison. Si vous regardez la Grande-Bretagne aujourd'hui, vous voyez les conséquences de l'atrophie impériale tout autour de vous, car c'est ce que nous avons. Je veux dire, nous sommes devenus en Grande-Bretagne très dépendants de notre empire. L'élite en Grande-Bretagne avait des standards de vie très très élevés. Il en était de même pour une grande partie de la classe moyenne. Mais l'économie sous-jacente a décliné autour de nous. Nous avons perdu notre avance industrielle et technologique, et nous avons pu continuer à faire cela pendant des décennies au-delà, parce que nous avions l'Empire pour nous soutenir. L'Empire s'effondre. Ce qui reste est exposé aux réalités de la régression et du déclin. Et c'est ce qui est arrivé à la Grande-Bretagne. Donc je veux dire, si Vance est sérieux à ce sujet, il devrait dire à ses entreprises, eh bien vous les gars, vous savez, vous devez concurrencer à l'échelle mondiale, n'est-ce pas? Nous n'allons pas simplement venir à la rescousse de manière inconditionnelle. Vous devez trouver un moyen de concurrencer et de vous améliorer en matière d'innovation et autres. Mais on dirait que sa solution est de mettre en place des tarifs élevés. Et il ne blâme que la main-d'œuvre bon marché pour tous les problèmes. Je trouve que c'est une façon très étroite de penser à tout cela. Ce que les États-Unis doivent faire, et ils ont le temps de le faire, mais ils ne vont pas le faire. Ce que les États-Unis doivent faire, c'est mener une enquête approfondie sur leur propre société et leur économie. Une enquête qui examine de manière absolument impitoyable ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils sont. Puis organiser et élaborer un plan d'au moins 10 ans, probablement un plan de 20 ans, sur la façon de redresser la situation. Maintenant, ils ne vont pas le faire, parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent faire. D'une part, c'est conceptuellement impossible. Je veux dire, cela défierait beaucoup trop leur propre imagination de faire cela, d'accepter que les États-Unis ne sont pas un succès, mais risquent de devenir un échec. Je veux dire, ce serait pour la société américaine presque trop. De plus, il y a trop de personnes aux États-Unis, trop de personnes puissantes, riches et éloquentes, qui sont investies dans la préservation du système interne. Maintenant, puis-je simplement dire, je pense que c'était en 2015 que la Chine a lancé le programme Made in China pour rechercher le leadership technologique et construire des avancées technologiques. Ce que vous commencez à voir en Occident, il y a un article dans le Daily Telegraph, un journal très anti-chinois, soit dit en passant, par Matthew Lin, qui est un économiste et écrit sur l'économie. Ils ont soudainement compris que ce plan de 10 ans a effectivement fonctionné, que la Chine progresse maintenant réellement dans toutes sortes de domaines technologiques. Cet universitaire que j'ai rencontré lundi m'a dit exactement la même chose, que la Chine a réalisé cette percée technologique extraordinaire au cours des 10 dernières années. Comment y est-il parvenu? Cela a-t-il été fait spontanément? Le gouvernement a-t-il croisé les bras et laissé les gens proposer toutes ces innovations par eux-mêmes? Eh bien, dans une certaine mesure, parce que vous ne voulez pas interférer avec tout ce que les gens font. Mais le gouvernement chinois, en collaboration avec la société et l'industrie chinoise, a élaboré ce plan. Et si vous ne le faites pas, ce que vous allez faire va échouer. Vous devez y réfléchir sérieusement, comprendre tous les différents processus, puis déterminer comment cela va être fait.
Maintenant, en Chine, ils peuvent le faire. En Russie, aujourd'hui, ils peuvent le faire d'ailleurs. Je veux dire, ils le font de plus en plus. En Amérique, ils ne peuvent pas. Je pense que c'est trop demandé d'espérer qu'ils puissent.